Bienvenue dans le débat. 11e jour de guerre au Moyen-Orient. Donald Trump a tenté de rassurer les Américains dans une conférence de presse la nuit dernière en Floride. Le président américain a mis en avant les succès sur le plan militaire de l'opération Fury Epic, mais il n'a pas donné de perspective claire sur une issue éventuelle du conflit. Ce 11e jour est celui des frappes américaines les plus massives sur l'Iran, selon le chef du Pentagone, Pete Hegseth. Trump a affirmé que la guerre s'arrêterait très bientôt, tout en disant qu'elle continuerait au moins encore une semaine. Le président américain a aussi menacé l'Iran de les frapper 20 fois plus fort s'il continue à bloquer le détroit d'Ormuz. La hausse du prix de l'énergie coïncide avec les élections de mi-mandat aux États-Unis qui ont lieu dans 8 mois. Le prix à payer est de court terme pour Trump, mais peut-être pas pour les républicains en campagne qui, eux, craignent les répercussions dans les urnes. L'Iran promet de bloquer toute exportation de pétrole de la région tant que durera la guerre au Moyen-Orient. Et il répliquera œil pour œil, dent pour dent, à toute attaque contre ses infrastructures, ont-ils dit. Trump a-t-il, oui ou non, convaincu les Américains sur ses buts de guerre et dans quelle mesure le contexte de politique intérieure aux États-Unis affecte-t-il ses décisions à l'égard de l'Iran? Pourrait-il négocier avec un Iran dirigé par Mojtaba Khamenei? Jusqu'où peut aller la crise énergétique? On pose ces questions à mes invités. Adel Bakawan nous fait le plaisir d'être là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient à l'IFRI et auteur de La décomposition au Moyen-Orient aux éditions Talendier. En face de vous, John Rick MacArthur. Bonsoir John Rick. Vous êtes à Paris avec nous, bienvenue, directeur du Harper Magazine. Je montre donc le tout dernier magazine, c'est sur la tech, une sur la tech, Tech Boy in Toyland. On va la voir s'afficher, en tout cas je viens de donner le titre, on la verra un peu plus tard parce que manifestement on a un tout petit problème technique. Merci d'être là en tout cas. Nous avons avec nous Stéphanie Villers ce soir. Bonsoir. Vous êtes économiste et conseillère économique chez PwC France. Bienvenue. Et puis Bernard Ourcade est avec nous ce soir. Bonsoir. Géographe, directeur émérite au CNRS et spécialiste de l'Iran. 11e jour de guerre, donc au Moyen-Orient, c'est à la fois le jour des frappes les plus puissantes des États-Unis sur l'Iran et c'est aussi donc le lendemain de la prise de parole de Donald Trump lors de cette conférence de presse. On va écouter le président américain. Ce fut seulement une excursion, c'est quelque chose que nous devions faire. Nous sommes sur le point d'avoir fini. Vous avez dit que ce serait terminé prochainement, peut-être cette semaine? Non, mais très vite. Très vite. On a détruit tout ce qu'il y avait, y compris leur leader. Un mot tout de même, Adel Bakawan. D'abord, cette prise de parole, est-ce qu'elle a été convaincante à votre avis? Alors, c'est vrai que le baril était plutôt vers les $120. Et puis, juste après sa prise de parole, il est descendu à plutôt 85, 90. Donc, de ce point de vue-là, il a été convaincant, en tout cas sur les marchés pétroliers. Oui, mais pas sur le terrain. Sur le terrain, moi, le concept de l'escalade, de la régionalisation, de la conflictualité, voire de la radicalisation du conflit, etc., tout ça, c'est derrière nous. Pour moi, le seul concept, bien évidemment, pour moi, qui pourrait nous aider pour comprendre ce qui se passe, ce qu'il dit, ce qu'il fait, tête de Trump, oui. C'est le concept de l'impasse. Donald Trump est vraiment dans l'impasse. L'impasse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, s'il arrête cette guerre-là, c'est l'échec total pour Donald Trump. On passe de la formule élaborée par lui-même, la capitulation de la République islamique d'Iran, à la formule qui est formulée. Ce matin, j'ai énormément discuté avec les Golfiens, avec les Irakiens, avec les Kurdes, avec tout le monde. La formule qui revient régulièrement, c'est l'échec de Donald Trump. Pourquoi l'échec de Donald Trump? Parce que c'est vrai, il est très très fort, c'est vrai, il peut frapper, c'est vrai, il peut 90% des capacités balistiques de l'Iran ont été détruites, 80% des drones, 5000 cibles ont été visées par les forces américaines. C'était ça, tout ça pour impacter, par exemple, les capacités du programme des missiles balistiques intelligents de l'Iran, tout ça pour impacter le programme atomique. C'était ça l'objectif. Non, mais ces objectifs-là, ils étaient déjà à la table de négociation. Il était en train de négocier. Écoutez, Donald Trump, ou bien il arrête la guerre dans la semaine prochaine et donc il rentre à la maison, c'est l'échec total pour lui, ou bien il va continuer
Et ça va durer, à mon sens, ça va durer pas une semaine, pas 2 semaines, mais des mois et des mois. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les pasdaran, la République islamique d'Iran, disposent les moyens pour faire durer cette guerre encore des mois et des mois. Et il ne s'en sortira pas si vite. John Rick MacArthur, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il a convaincu le peuple américain ? Parce que c'était ça, a priori, la volonté de ce qu'il voulait faire pendant cette conférence de presse. Bien évidemment, non. Le MAGA est complètement déchiré et presque détruit. C'est un peu pour ça que j'ai toujours dit qu'il n'était pas un vrai fasciste, Trump. Oui. Parce que vous voyez, il a malmené ses partisans. Ils sont totalement déçus. Alors il y a la majorité des MAGAs qui sont furieux contre Trump à cause de cette guerre. Parce qu'il il leur a promis que c'était fini, les guerres sans fin. Alors, mais ce qui a déclenché cette attaque, c'est l'affaire Epstein. Et alors, c'est un peu... Vous dites qu'il veut faire diversion. Il y a une énorme scoop de la Radio Nationale Publique le 24 février sur le dossier supprimé par une femme, au sujet d'une femme qui a été obligée de faire des trucs horribles avec lui alors qu'elle avait 13 ans. Il a attaqué 4 jours plus tard. Pour vous, c'est pas une coïncidence. C'est pour détourner l'attention de... Mais ce n'est pas que pour ça. Oui, c'est largement pour ça. Il a les instincts d'un animal. Alors, il a l'instinct de survie. Et au moment où la guerre prend fin, entre guillemets, il sera encore attaqué en justice. L'affaire Epstein ne sera pas terminée. Non, c'est loin d'être terminé. Ça remonte en importance. Alors, c'est vraiment un animal coincé en ce moment. Et le marché pétrolier, c'est mauvais pour ses actions et pour sa famille et pour ses partenaires en affaires, etc. Il veut s'ils se sentent obligés d'arrêter la guerre, c'est pour satisfaire aux revendications de ses copains dans l'industrie immobilière, etc. Stéphanie Villers. Alors, Trump a affirmé, donc, vous qui êtes l'économiste de ce plateau, lui, il a dit finalement les prix sont en hausse, ça ne va pas durer, c'est artificiel, ils vont redescendre, vous inquiétez pas, tout ça c'est du court terme. C'est vrai ou est-ce qu'effectivement, si le conflit dure, ça va continuer à monter ? Alors, il y a 2 choses. Il y a est-ce que le conflit dure et est-ce que le détroit d'Ormuz est libéré ? En fait, à partir du moment où on permet les marchandises de circuler plus ou moins comme avant, mécaniquement, en fait, les cours du pétrole, enfin, des matières premières énergétiques et tout ce qu'il y a autour vont se mettre à dégonfler. Et le risque, c'est que finalement, ils se disent l'intérêt pour les Américains et pour le calmer le jeu, et puis l'intérêt au niveau mondial, on ne va pas se mentir, c'est que les cours des matières premières baissent, donc il faut libérer l'urgence, ce détroit, ou en tout cas permettre la circulation des marchandises. Alors là, il y a eu un premier navire escorté par l'armée américaine, mais un seul navire. Et pour l'instant, les Iraniens, il n'en est pas question. Ils gardent la main, il est fermé toujours. Enfin, il est sous contrôle iranien. Ouais, alors c'est un coût, effectivement, de protéger les cargos sur cette... Mais alors, il n'y a pas... Si véritablement son obsession est d'essayer de calmer le jeu, je pense que quand même, les cours du pétrole, ça a un sens pour les Américains. Et il va bien falloir qu'il agisse dans ce sens, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres options pour faire baisser le cours de l'énergie. C'est-à-dire qu'il arrête le conflit ou qu'il escorte, qu'il fasse exporter ses navires ? Je pense que c'est une autre... Maintenant, c'est une autre problématique, parce qu'au départ, c'était le conflit, mais le conflit a entraîné le blocage du détroit d'Ormuz. Donc aujourd'hui, et c'est le détroit d'Ormuz qui a fait monter les prix du baril. C'est pas la guerre en Iran. C'est pas la première fois qu'il y a des frappes en Iran. On sait faire, en fait, à c'est travers leur décision, finalement, c'est les Iraniens qui ont bloqué et qui déclenchent, en fait, cette crise énergétique. Bernard Hourcade, parce qu'effectivement, les Iraniens, en ce moment, ont toujours la main sur ce détroit d'Ormuz. Ils promettent de bloquer toute exportation de pétrole de la région tant que durera la guerre. Ça, c'est une toute dernière déclaration. Donc, ça ne peut qu'accélérer la crise énergétique. Ou est-ce qu'il y aurait un moyen de faire passer un certain nombre de navires ou pas par ce détroit ? Il y a la crise énergétique et la crise du détroit d'Ormuz, mais ne pas oublier que c'est d'abord une guerre contre les Iraniens. Et il faut avoir une pensée pour les Iraniens qui se sont fait massacrer au mois de janvier dernier par le régime islamique et qui aujourd'hui se font massacrer par les Américains et les Israéliens.
Ils n'ont pas mérité ça. Et donc, Oui, mais tous ne sont pas totalement défavorables d'ailleurs à cette intervention oui, militaire, tous, parce Bernard qu'on- Fourcade. il y a 92 millions d'habitants en Iran et je n'ai pas vu les 92 millions de personnes parler à la télévision. Un certain nombre, oui, donc il faut être assez prudent là-dessus sur ce que pensent les Iraniens. Les Iraniens, c'est des groupes différents, il ne faut pas les prendre pour des moutons qui suivent un seul idéal. Deuxièmement, la guerre actuelle, votre première question était sur les buts de guerre. Les buts de guerre sont flous. Trump était en train de négocier un accord avec les Iraniens qui était sur le point d'aboutir. Et les Donc diplomates, vous dites qu'il y a des négociations en ce moment, pendant le conflit. les négociations, la veille du conflit, 2 jours après, La veille du conflit. les négociateurs étaient à Genève et ils sont toujours bloqués. Un ami m'a signalé qu'à Genève, il y a 3 négociateurs iraniens qui étaient venus avant le conflit, ils sont toujours là. Autrement dit, les buts de Trump étaient très divers et étaient de faire un deal avec les Iraniens qui aurait permis effectivement de stabiliser la région, de permettre la circulation du pétrole. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, à cause d'Israël, effectivement, qui avait d'autres agendas que Trump. Et la question qui se pose, c'est est-ce que Trump et Netanyahou ont le même agenda concernant l'Iran? Ce n'est pas sûr. Mais est-ce que là, pour l'instant, vous voyez aussi une impasse, comme le disait Tout à fait. Adel Bakawan, sur ce moment, là, ce 11e jour de guerre? Impasse totale dans la mesure où il n'a pas réussi à... Les voisins de l'Iran sont maintenant en situation difficile. Pression des Iraniens par les bombardements pour leur dire « débarrassez-vous des Américains qui sont chez vous, ça ne pourrait pas durer comme cela ». Donc eux sont furieux contre les Iraniens, mais aussi furieux contre les Américains qui leur imposent une guerre qu'ils n'ont pas voulu. Et donc, il y a une impasse totale. Et le détroit d'Ormuz, ce n'est qu'un accident, à mon avis, parce que les Iraniens sont les premières victimes de la fermeture du détroit, puisqu'ils ont besoin du détroit, alors que l'Arabie saoudite, par exemple, exporte son pétrole. Oui, mais ils par l'ont ailleurs. utilisé comme une arme, justement, Oui, de riposte. Mais il y a une guerre. Quand on a une guerre, on utilise tous les armements. Et j'allais demander Alors, pas tous en même temps. Allez-y, Adel Bakawan, je vous donne la parole juste après. C'est ça. La République islamique ne dispose pas de la bombe atomique. La République islamique, on sait tous très bien, ne dispose pas de la force aérienne américano-israélienne. La République islamique, tout ce qu'elle a, c'est des missiles balistiques. On a commencé avec 360 Mais c'était le missiles. problème, les missiles balistiques. Hein. Attendez, on a commencé avec 360 le premier jour. Le dernier jour, on arrive à 13. Et à un moment donné, qu'est-ce qui reste pour la République islamique d'Iran? C'est le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, on parle de sécuriser le détroit. Quelle puissance pour sécuriser le détroit d'Ormuz? Alors, ils ont des drones, ils ont des missiles balistiques, ils ont des bombes, des mines flottantes. Il suffit juste de mettre quelques mines flottantes dans le détroit d'Ormuz et aucun bateau passe. Et ensuite, si on n'a même pas les 3 mécanismes, il suffit d'envoyer 3 ou 4 ou 5 ou 10 kamikazes, boum, boum, boum. Oui. Quel bateau pourra battre? Moi, je vous donne ma dernière phrase. Ma dernière phrase, c'est que cette guerre-là, si Donald Trump arrête cette guerre la semaine prochaine, c'est l'échec total pour Donald Trump. S'il n'arrête pas la guerre, cette guerre-là, les Pasdaran sont parfaitement capables de résister encore 3 ans. Les gardiens de la Révolution. Ils sont préparés à ce point, vous dites. J'allais justement demander à mes collègues qui connaissent beaucoup mieux l'Iran que moi de parler un peu de la géographie de la côte du Golfe Persique, où il y a des falaises partout, tout au long de la côte, où on peut facilement cacher des drones et des missiles et des trous. Partout, ils peuvent continuer la guerre pendant des mois, pendant des années. Bernard Fourcade, en fait, ils sont préparés à une guerre qui dure, les Iraniens. À une guerre asymétrique, c'est-à-dire l'Iran ne peut pas aller conquérir l'Arabie saoudite ou la Palestine. Non. Ce n'est pas leur volonté ni leur capacité. Par contre, les Iraniens, qui sont nombreux et nationalistes, sont prêts à une guerre asymétrique. Et quiconque attaque l'Iran sera vaincu. Et donc, c'est une erreur, effectivement, de Trump d'attaquer l'Iran. Parce qu'effectivement, la résistance iranienne, quel que soit le parti politique, est une réalité qui fait que Trump, effectivement, on va revenir sur la communication des États-Unis, parce que je voudrais qu'on avance, pardonnez-moi. On va regarder ce que la Maison-Blanche a publié sur X pour montrer justement la puissance américaine, parce que ça fait partie, ce récit américain fait partie aussi, bien sûr, d'une stratégie. C'est un montage, vous allez le voir, entre un match de baseball et des tirs américains sur l'Iran. Regardez. Oui, on a vu ça. Ouais. C'est du n'importe quoi. Bon, ça, John Rick, juste un mot sur ces, parce que c'est pas la seule. Il y a beaucoup de vidéos. C'est pour faire vibrer la fibre patriotique américaine, ça ou pas? Est-ce que ça marche? De produire des mensonges qui pourraient empêcher une enquête sérieuse sur les origines de la guerre. Et c'est pas nouveau. Cette technique, ça a été
commencé pendant la première guerre du Golfe. Mais là, ils utilisent... J'ai fait tout un livre dessus. Ouais. Donc, mais ils utilisent même des jeux vidéo. oui, des vidéos, mais on a John fait, c'est Schwarzkopf en 91 qui a inventé ça avec son équipe de communication. Et c'est rempli, c'est mouillé avec des mensonges et des trucs et des inventions. Mais c'est quoi l'objectif? Est-ce Est-ce que ça fait mouche auprès d'une opinion publique américaine, ce Oui, type ça de marche vidéo? pour quelques partisans de Trump. On dit, oui, voilà, ça marche, on gagne, on est gagnant. Et il y a le Deep State qui est contre nous. Sauf que maintenant, Trump est allié avec le Deep State parce que qui profite de la guerre? Le Pentagone et la CIA. Et ça, c'est pur Deep State. Alors, je ne sais pas. Il n'y a pas d'opposition. Si vous me permettez, rapidement, je vais vous dire pourquoi cette guerre va durer ou ça finit avec un échec de Donald Trump. C'est très simple. Vous avez une organisation qui s'appelle Daesh, qui a fondé un micro-État entre la Syrie et l'Irak, de Raqqa jusqu'à Mossoul, une organisation terroriste, d'accord, qui n'a rien à voir avec un État aussi grand que la République islamique d'Iran, 90 millions d'habitants, un régime qui est en place depuis 1979, qui a des infrastructures. Oui. Attendez. On a mis combien de temps sans engager les troupes au sol? On a mis combien de temps pour éradiquer, pour vaincre Daesh, le califat de Daesh? On a mis 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on refusait catégoriquement d'envoyer les troupes au sol. Alors aujourd'hui, on sait très bien que les Américains refusent catégoriquement d'envoyer les troupes au sol. Il en était vaguement question. Vous voulez libérer l'Iran avec les Kurdes? Ça passera pas, ça marchera pas. Alors, vous envoyez pas les troupes au sol, vous envoyez pas les troupes au sol, vous bombardez pour faire chuter le régime. Vous avez besoin, non seulement 3 ans, il faut tripler parce que vous êtes dans le contexte. Donc là, vous anticipez une guerre très longue. En attendant, Stéphanie, Trump pourrait prendre par exemple des mesures, puisqu'on est dans ce contexte, je reviens à ce contexte électoral, ces élections mi-mandat, donc dans 8 mois, il pourrait prendre des mesures pour faire baisser le prix du gaz, puisque là, on voit bien, et il y a un républicain d'ailleurs qui le dit, un sénateur républicain qui dit, le prix du gaz, c'est important pendant cette campagne, il pourrait trouver des mécanismes pour faire baisser le prix du gaz, par exemple. Aux États-Unis, ça pose pas tellement un problème, parce qu'ils sont producteurs et ils dépendent pas des cours mondiaux. Le gaz, c'est vraiment à part. C'est vraiment le pétrole qui lui est attaché aux cours mondiaux et qui fait un peu vibrer, ou en tout cas qui inquiète les Américains. Je vous rappelle que déjà, sous Biden, c'était un problème et que Donald Trump avait dit « mais moi, je vais réussir, vous allez pouvoir avoir des prix beaucoup plus bas ». Et c'est très étonnant, en fait, qu'il se lance dans une telle situation à 8 mois des élections à mi-mandat. Déjà, il n'avait pas une cote de popularité très élevée, mais en plus, en fait, il va déclencher une grogne économique. En fait, là, on n'est plus dans des problématiques géopolitiques, mais si vous avez raison, la guerre en Iran perdure et les approvisionnements, mais aussi les structures de production d'énergie sont touchées, parce que c'est quand même ça qui s'est aussi passé ce week-end. Et donc là, ça déstabilise, ça déstructure le marché mondial d'approvisionnement en hydrocarbures. Et donc il va falloir trouver d'autres solutions. Alors il y en a déjà. Maintenant, on se retourne vers la Russie pour essayer de détendre on va en parler, puisqu'il négocie effectivement avec la Russie. Mais juste un mot justement sur cette campagne, John Rick. On n'a pas beaucoup entendu J.D. Vance, donc lui, c'est quoi? Il aurait une position un peu isolationniste, un peu la position traditionnelle MAGA. Pourquoi est-ce qu'on ne l'entend pas? Farouche rivalité avec Rubio. Rubio fait partie de l'ancien néoconservateur Deep State, la faction, et Vance pense qu'il va pouvoir battre Rubio s'il empêche un débat dans MAGA, c'est une réussite pour lui. Alors, à l'instant... C'est une réussite pour J.D. Vance de ne rien dire en ce moment parce qu'il est disparu. Parce que là, plus tard, il n'y aura pas des clips vidéo où il loue l'invasion, l'attaque contre l'Iran. Donc c'est un calcul politique. Rubio est complètement engagé dans l'attaque et il attend son grand moment de renverser le régime communiste au Cuba. Et c'est ça son atout. Et là, il sera accueilli dans les rues de Miami et il pense que ça va lui donner l'occasion d'être désigné
comme le successeur à Trump. Non, Oui, je crois que Oui. ce débat que l'on a à l'instant sur la situation intérieure américaine, le prix du pétrole, etc., Oui. c'est essentiel dans cette guerre. Parce que, ça effectivement... pourrait peut-être pousser Trump à l'arrêter à un moment donné. Exactement. C'est là que se Donc, trouve la situation avec les élections, avec le prix du pétrole qui augmente. Et donc, pour des raisons de politique intérieure, et non pas par humanisme vis-à-vis des Iraniens, il sera obligé d'arrêter cette guerre pour des raisons de politique intérieure. en se disant stop, on arrête là, le prix du Mais baril. il aura est trop. entre-temps détruit l'Iran, et ce qui est quand même un petit problème. Il y a quand même des morts. Bien sûr. Fantasmes, partout. Et pas qu'en Iran. Et pas qu'en Iran. Il faudrait en parler. La variable totalement absente dans ces rapports de force, c'est le peuple iranien. Oui. C'est la démocratie pour l'Iran. Personne n'est intéressé par cette question. Personne. Et ni les Américains, ni les Israéliens qui s'intéressent plutôt au Liban. Alors, Ou au Liban et puis à la puissance iranienne. Alors, Oui. on va écouter le ministre de la Défense, Pete Hegseth, qui a fait un discours cet après-midi. Et un journaliste lui a posé une question. Il lui a dit « Que répondez-vous à ceux, justement, qui ont voté pour vous, qui ne voulaient pas que le président fasse la guerre ?» On va écouter sa réponse à Pete Hegseth. Ce n'est pas parce que les prédécesseurs de notre président et les anciens secrétaires ont décidé d'investir massivement en ressources et en personnel dans des buts sans vision précise que le monde doit être ainsi aujourd'hui. En réalité, le peuple américain a voté pour une approche différente. Et le président a aussi posé la question dès le départ, l'Iran peut-il se doter de l'arme nucléaire ? Et c'est une chose de le dire, c'est facile à dire, n'importe qui peut le dire. Barack Obama lui-même l'a dit. Mais agir concrètement demande du courage et de la détermination. Et avec ce courage et cette détermination, on peut aussi cibler précisément les actions entreprises afin de s'assurer que les sacrifices des Américains, leurs ressources et les vies américaines contribuent pleinement à l'objectif que nous poursuivons. Adel Bakari, il dit bien, c'est pas comme en 2003. C'est pas la guerre d'Irak de 2003. Alors, c'est vraiment, il essaie de se justifier là. Vraiment, en tout cas. on est dans le spectacle. Le discours est vide. Il y a rien. Il y a pas de contenu. Moi, j'étais sur un autre plateau en direct. On prenait des notes. On cherchait par tous les moyens. Moi et les autres chercheurs spécialistes de ce monde-là, on cherchait du contenu. On n'a rien trouvé. Alors, on fait pas. Mais la comme seule chose 2003, intéressante, c'est pas... qu'il dit que ce n'est pas comme en 2003. Donc, il veut distinguer cette intervention militaire. Je veux bien. Donc, ce n'est pas la même guerre. Donc, exactement. Moi, je trouve que l'approche de George W. Bush était beaucoup plus pertinente. Pourquoi ? Parce qu'il était George W. Bush était cohérent. Il disait je vais changer le régime en Irak. Et il s'est donné tous les moyens pour changer. Il a mis en place 150 000 soldats avec tous les mécanismes, les forces, etc. Là, il vient nous dire je vais détruire le programme atomique. Le programme atomique, je le mets entre parenthèses. Juste récupère pour moi les 400 kilos uranium enrichi. Juste ça, juste donne-moi ça. Est-ce que vous avez une idée de ça ? Non. Est-ce que vous voulez renverser le régime ? Un jour, on se réveille, Donald Trump, il nous dit « Ah ben, le régime, je ne suis pas du tout content de ce guide-là. » Un autre jour, il nous dit « Les Iraniens nous parlent, je veux négocier avec eux. » Autrement dit, d'un côté, on a un Benjamin Netanyahu tout à fait cohérent, tout à fait lui veut un régime change, qui veut le changer à quelle heure ? À 19h35. Il veut le changer là, maintenant, tout de suite. Et vous avez un Donald Trump qui change. Moi, personnellement, je ne serais absolument pas étonné si demain matin, je me réveille à 5h du matin, je me réveille tous les jours à 5h du matin, j'allume mon téléphone, à une alerte, et Donald Trump a décidé d'arrêter cette guerre. John Rick, juste un mot sur la... Est-ce que c'est très différent lorsqu'il dit c'est très différent de 2003 ? Il fait une comparaison quand même avec ce que les Américains connaissaient. Conceptuellement, pas du tout. C'est presque pareil, parce qu'on disait qu'il fallait empêcher que les Irakiens et les Iraniens produisent une bombe atomique. Et c'était sur le point de produire une bombe atomique. Mais la démocratie, qui était un mensonge cru, total et absurde. Et maintenant, il dit « Oh non, on voudrait aussi le changement de régime. » Mais ça, c'est très Bush. Et soulevez-vous, les Iraniens, contre les méchants ayatollahs. On peut échanger Saddam avec les méchants ayatollahs. Pour Netanyahu, c'est plus compliqué parce que c'est un règlement de compte, je dirais. C'est très personnel pour lui, mais c'est aussi, il pense que ça va garantir sa survie politique parce que lui aussi, il y a des élections dans 2 mois,
3 mois. Au mois d'octobre, je crois. Parce qu'il voudrait les faire avancer en mai. Anticiper. Il en parlait. Les élections anticipées. Très vite, très Bernard rapidement, Hourcade, mais alors oui. pour être simple, est-ce que par exemple il pourrait, Donald Trump, puisqu'il parle de régime change, mais plus vraiment parce que c'est trop compliqué, même en Israël on commence à entendre des voix qui sont plus exactement pour le régime change, mais juste une sorte de changement, d'affaiblissement de l'Iran. Est-ce que par exemple Trump pourrait faire un deal, pour utiliser ces expressions, avec Mojtaba Khamenei? Est-ce que c'est imaginable? Lui ou un autre, mais Non, mais je parle de lui parce qu'il incarne quand même la ligne dure, c'est le fils donc de la Khamenei. ligne dure ou la ligne, on ne sait pas quoi. C'est Monsieur Mojtaba qui a été élu hier avant-hier. On ne sait pas qui c'est, on sait bien qui il est. Mais On sait qu'il est proche des gardiens de la Révolution. Mais enfin. pas forcément, ou tant mieux. En Iran, vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas proche des gardiens de la Révolution. C'est pas la peine d'être un homme politique. Donc d'avoir une pression ou d'être proche des gardiens de la Révolution vous permet au moins d'être crédible. Mais par exemple, Oui, mais ça veut dire pas du tout de changement de régime. Je veux dire, à partir du moment où il est proche des gardiens de la Révolution. Non, je veux dire, pour faire changer les choses en Iran, il ne faut pas dire les gardiens de la Révolution sont un bloc, ils sont divisés. Une des possibilités qu'il y a aujourd'hui de changement, c'est que justement qu'il y ait une scission à l'intérieur des gardiens de la Révolution, qui sont effectivement les gens au pouvoir. C'est toujours à l'intérieur d'un régime le plus corrompu, le plus difficile, le plus dur du monde, qu'il faut trouver les changements. Une pression populaire, en Iran, elle est massive et claire. Il y a une pression extérieure massive et claire. Mais il faut trouver à l'intérieur du système des gens du cœur du système qui, parce qu'ils ont intérêt, ils sont obligés de le faire, décident de trouver une porte de Mais vous sortie. avez l'impression que ça se profile, là, ou pas? Oui. Parce que, oui. Il y avait deux Malgré choses. le fait que, justement, lui était désigné en particulier. Il est désigné par défaut. Je veux dire par là que... Laissez terminer, vous pouvez... Oui, une donner la parole. simple... premièrement, la République islamique maintient son système. Elle dit, je peux élire quelqu'un de façon régulière. Ils ont élu une personne de façon pragmatique. Personne ne voulait être guide. Le dernier guide, c'était Ali Khamenei, qui avait vraiment une autorité sur tout le monde. Son fils n'a absolument pas le pouvoir... Il risque sa vie, là. On sait même... Oui, mais ça, c'est son problème. Oui. Mais du point de vue politique, je veux dire, ils ont élu minimum. Donc, à la fois, cette élection montre que la République islamique est un système qui fonctionne, un État qui fonctionne. Ils ont élu quelqu'un normalement. Mais deuxièmement, ça montre la faiblesse extrême de la République islamique, qui n'a pas été capable de trouver quelqu'un d'autre, de sérieux, pour changer les choses. Ils ont pris monsieur n'importe qui. Ah oui. Adel Bekawan. Oui, Ok. pour changer leur régime, vous n'avez pas 250 000 options. Il n'y a que 2 ou 3 ou 4, maximum 4 options. La première option, la plus importante, c'est ça. C'est qu'il faut des défections, des désolidarisations, ou bien de la part des Pasdaran, à l'intérieur du Pasdaran, ou bien... Est-ce que les Américains sont en train d'essayer justement de trouver cette fissure, Voilà, cette faille ou bien avec l'armée régulière contre les Pasdaran. À ce jour-là, nous n'avons aucun indicateur objectif de cette désolidarisation. Sinon, vous avez besoin de 5 millions, voire 10 millions Iraniens sur 90 millions dans la rue. Aujourd'hui, les Iraniens... Il n'y a personne dans la rue. Et ensuite, vous avez besoin, qu'il y a la guerre, vous avez besoin sinon donc, d'une opposition unifiée autour d'un référentiel armé financé par les Américains aux frontières. On n'a pas cette opposition en Iran. Il n'y a pas. Et ensuite, la dernière option, il faut absolument, par exemple, trouver des personnalités avec qui on peut négocier. Aujourd'hui, le guide est là, malgré tout. Moi, je ne partage donc, il pas. pourrait négocier avec lui. Moi, je ne partage pas la grille de lecture de Bernard, mais c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est un vrai guide. Je pense que c'est une vraie personnalité. C'est une personnalité qui est avec son père, qui gère le bureau de son père depuis 20 ans. Il a la main lourde, il a de très bonnes relations. Il était déjà lui-même pasdar, il était gardien, il a la main lourde sur l'économie. Il pourrait négocier avec Trump à un moment donné. Le problème, c'est que lui, il peut négocier avec Trump. C'est Trump qui a refusé par définition tout de suite à négocier. Mais maintenant, s'il veut arrêter cette guerre-là, bien évidemment, il faut qu'il négocie avec. Et dans tout ça, je répète, pour que je ne sois pas encore une fois victime de la part de l'opposition, et je ne sois pas attaqué par tout le monde, c'est que la victime la plus importante dans ces rapports de force, c'est le peuple iranien. Un opposant, et je m'arrête, un grand opposant me disait sur un plateau, mais docteur Bekawan, je vous donne rendez-vous le 21 mars, on va fêter le nouvel an à Téhéran avec Raza Pahlavi. Je dis, bonne chance, invitez-moi, je serai là. Le fils du chat. Pardon. Alors, jusqu'où peut aller la crise énergétique, puisqu'on a vu que c'est ça qui pourrait finalement faire en sorte que Donald Trump décide d'arrêter la guerre. On va l'écouter parce qu'il a eu quelques propos justement sur en l'occurrence, de ne pas laisser un régime terroriste prendre le monde en otage. Voilà ce qu'il a dit sur le détroit d'Ormuz.
Alors que nous poursuivons l'opération Epic Fury, nous nous efforçons également de maintenir l'approvisionnement mondial en énergie et en pétrole. Je ne permettrai pas à un régime terroriste de prendre le monde en otage et de tenter de perturber l'approvisionnement mondial en pétrole. Et si l'Iran tente quoi que ce soit dans ce sens, il sera frappé encore plus durement. Stéphanie Villard, on revient bien sûr sur ce sujet du détroit d'Ormuz. L'Iran qui a dit clairement qu'elle allait maintenir ce blocus. Et puis il y a effectivement ce scénario possible, cette possibilité d'attaquer les infrastructures pétrolières en Iran. Qu'est-ce que ça aurait comme impact? Parce que pour le moment, il y en a eu deux dépôts pétroliers qui ont été attaqués par Israël. Mais on a l'impression que les Américains hésitent par exemple, à attaquer cette île de Karg qui n'a pas été encore touchée, dans laquelle il y a l'essentiel des dépôts pétroliers iraniens. Pourquoi, à votre avis ? C'est peut-être assez cynique. Si le régime tombe, il faut récupérer la richesse essentielle de l'Iran. Ça reste quand même le pétrole. Donc il ne faut peut-être pas tout détruire. Je pense qu'aujourd'hui, la communication américaine, c'est je détruis l'appareil politique et religieux du régime, de l'Iran, en attendant qu'après la population se soulève. Je pense qu'en fait, ils ont une vision assez cartésienne et peut-être très simpliste des choses, mais pour autant aller détruire la production pétrolière iranienne, ça n'avance pas, en plus ça agit sur le prix du pétrole en réalité. Ça, bien sûr, ça aurait un impact sur le prix. Après, je me demande en fait quelle est la position, parce que là on parle des États-Unis, on parle de l'Iran, on parle d'Israël, mais enfin il y a quand même tous les pays autour, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe qui sont clairement impactés. Ils vivaient dans une espèce de bulle où la croissance économique était gigantesque. Vous avez construit un nouveau modèle. Regardez Dubaï, en fait, c'était aujourd'hui, ils peuvent pas laisser cette économie qui a été construite avec des milliards se détruire comme un château de cartes. En réalité, on peut pas, parce qu'il n'y a pas uniquement dans cette région-là, il n'y a pas uniquement le pétrole. Je pense qu'il y avait une transformation de leur économie vers à la fois l'intelligence artificielle, le tourisme. Enfin, il y avait des vrais projets. Ça me paraît quand même la raison économique aussi dans cette région-là risque de l'emporter. De même, les pays asiatiques. Parce que si le pétrole est durement touché au Moyen-Orient, c'est quand même les pays asiatiques qui sont aussi les premiers à s'approvisionner dans cette région-là et qui sont durement touchés. Donc là, ça déclenche, c'est moins l'Europe, parce que l'Europe était plus tournée vers la Russie. C'est moins les États-Unis parce que, globalement, ils sont producteurs et exportateurs nets, donc ça leur va. L'Asie, à un moment, va devoir répondre. Il en va de son modèle économique. Je pense aussi à la Chine, qui a besoin de continuer de produire et qui a besoin de continuer à vendre. Donc, tout ça fait qu'il n'y a certainement pas uniquement les États-Unis, l'Iran et l'Israël. Il va y avoir d'autres pions qui vont commencer. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est la sidération, je pense, de la part des pays du Moyen-Orient, mais et aussi de l'Asie. On n'a pas tellement entendu parler... La Chine importe son pétrole, effectivement, des pays, d'Iran, en l'occurrence. Et pour justement parler de cette carte dont vous parlez, on va écouter aussi ce qu'a dit Donald Trump sur la Russie, parce que la Russie, évidemment, elle en profite. Nous levons également certaines sanctions liées au pétrole afin de faire baisser les prix. Nous avions donc imposé des sanctions à certains pays. Nous allons les lever jusqu'à ce que la situation se stabilise. Et ensuite, qui sait, peut-être que nous n'aurons pas à les réimposer. Il y aura tellement de paix. John Rick MacArthur. Donc il a passé un deal avec Poutine, vous voyez finalement. À quel point ce type est idiot, à quel point c'est irréfléchi. Il n'y a pas de stratégie. J'essaie sans arrêt de parler avec mes amis français et leur dire il n'y a pas de stratégie. Oui, mais là, sa stratégie, c'est pareil avec le Venezuela. Le Venezuela, ils ont parlé... la gauche voudrait que ça soit... toute une histoire pétrolière, etc. On va voler le pétrole. Pas du tout. Ce sont les sociétés américaines de pétrole qui refusent d'investir au Venezuela parce que c'est instable. Et ça serait pareil en Iran. Alors on détruit... Mais John Rick, il contrôle maintenant tout de même les flux pétroliers vénézuéliens. C'est ça l'idée. Donc, est-ce que juste...
pourquoi est-ce qu'ils ne frappent pas, les Américains, pour en revenir à cette question, pourquoi est-ce qu'ils ne frappent pas les sites pétroliers iraniens? C'est comme de frapper Trump Tower. Il se dit, non, je ne vais pas abattre les biens importants d'un pays riche. Il y a des trucs qui sont intéressants. Peut-être ma famille pourrait en profiter, mes amis à Chevron, etc. Il ne pense pas à l'avenir lointain. Il pense uniquement à sa peau, à sauver sa peau. Et maintenant, je reviens sur Epstein. Il est vraiment très menacé. Moi, je pense que Trump est en chute libre maintenant. Vraiment. Dans les sondages, on verra la semaine prochaine. Et s'il ne règle pas la situation en Iran, il va falloir qu'il trouve un autre prétexte pour se conduire de telle façon. Le deal avec Poutine, pour y revenir, Bernard Hourcade. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire à l'Inde, voilà, vous avez 1 mois pendant lequel vous avez le droit, c'est ça le deal, d'importer le pétrole russe. Oui. Alors, évidemment, Vladimir Poutine se frotte les mains. D'ailleurs, il va être facturé en dollars, ce pétrole. Question que je posais. Mais ce qui est intéressant, ce que disait Madame, l'essentiel maintenant du pétrole iranien, c'est destiné à la Chine. C'est la Chine, le Japon, l'Inde qui sont les grands clients, pas nous. Le pétrole, nous l'achetons à la Russie, maintenant on l'achète aux États-Unis ou n'importe où ailleurs. Donc, le détroit d'Ormuz, c'est un peu un symbole. Le détroit d'Ormuz, c'est sacré. Dès qu'on y touche, tout le monde dit que le prix du pétrole va augmenter. Il n'y a pas de raison qu'il augmente, parce que ça ne nous touche pas. Notre pétrole, on l'achète ailleurs. Vous parlez des Européens, là. Européens. Donc, il y a une espèce de psychose et de mythe du détroit d'Ormuz qui va bloquer le monde entier, etc. Oui, mais il y aura un impact sur les prix en Europe tout de même. Oui, même si le pétrole, c'est quand même impacté par des cours internationaux. En fait, il n'y a plus qu'un seul prix et on tient compte, en fait, du contexte géopolitique. À chaque fois qu'on a vu un conflit, on a dans une région qui produisait déjà le prix à la pompe en France a augmenté. C'est largement fondé. Vous êtes économiste, mais je ne le suis pas. Mais il y a un aspect psychologique dans la spéculation, dans le fait qu'il y a une guerre. Bien sûr. On n'est pas en 70. En 70, on bloquait le détroit d'Ormuz, c'était l'Amérique qui était touchée. Aujourd'hui, ça concerne les Chinois, ça concerne les Indiens, ça ne nous concerne pas. Mais chez nous, le pétrole augmente quand même de 20 centimes en une journée. Oui, mais les Chinois, ils produisent et on importe énormément de biens et de produits qui viennent de la Chine. Donc, en fait, c'est un conflit qui risque d'avoir en fait des conséquences économiques larvées. Mais il faut quand même savoir identifier les risques à venir si tant est que le prix du pétrole reste à ces niveaux relativement élevés. Et surtout, c'est vrai qu'en fait, le pétrole est extrêmement volatile et de plus en plus. Il faut... nos économies sont notamment, je pense, à l'Europe, qui est clairement dépendante des pays tiers pour être fournie en pétrole. L'Europe fait face de plus en plus à cette instabilité sur les cours du pétrole qui, bien sûr, déstabilise son économie. Là, c'est un autre sujet, mais l'Europe va devoir y penser. Et alors justement, pour revenir à cette Russie qui en profite, Adel Bakawan, ce coup de fil donc entre Vladimir Poutine et Donald Trump, ce deal qui fait que, en fait, ils lèvent les sanctions, les États-Unis lèvent les sanctions sur le pétrole russe. Alors le paradoxe, bien sûr, c'est que la Russie est un allié de l'Iran, donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal. La Russie est alliée de tout le monde et alliée de Benjamin Netanyahu également, d'Israël. La Russie est alliée avec personne. La Russie cherche ses propres intérêts. Aujourd'hui, la Russie n'a vraiment aucun intérêt d'intervenir auprès des Iraniens contre les États-Unis d'Amérique ou Israël. Alors qu'ils sont un allié de l'Iran. Mais au contraire, qui parle de l'Ukraine ? Personne. Alors, non seulement on ne parle pas de l'Ukraine, en plus on parle de la levée des sanctions contre son économie, son pétrole. C'est pourquoi je pense Zelensky qui va quand même envoyer des intercepteurs. C'est plutôt symbolique, franchement. Vous trouvez que c'est symbolique Et je pense personnellement, Donald Trump vit psychologiquement, je ne suis pas psychologue, je vis psychologiquement à une situation dramatique. Pourquoi ? Il est totalement désenchanté. Oui. Il a promis en 24 heures régler la guerre à Gaza. Regardez ce qui se passe à Gaza. Oui. Il nous a promis en 48 heures régler la guerre d'Ukraine. Regardez. Et il intervient, il pense qu'en disant... J'ai un mot à dire par rapport au guide suprême de la République islamique. Mais vous vous prenez pour qui ? Là, il est, comme je dis, il est dans une impasse totale. Ou bien il arrête cette guerre, c'est l'échec total, ou bien il n'arrête pas cette guerre. Et cet effet d'annonce, pour revenir au pétrole, là, qui a baissé le pétrole de $120 à 80, je sais pas, 85. Je suis persuadé que la semaine prochaine, tout le monde va prendre conscience que c'est encore du spectacle et le prix du pétrole va augmenter jusqu'à 120, 130.
$140, voire $150. Et là, il sera confronté à une décision majeure, à savoir, j'arrête cette guerre ou pas. Et vous nous avez demandé auparavant, tout à l'heure, avec qui on peut négocier. Est-ce que vous parliez de la possibilité de négociation entre l'Iran et Trump, ou l'administration Trump. Il n'y a plus de diplomatie professionnelle aux États-Unis. Tout le monde a été chassé. Oui, mais Steve Witkoff, par exemple, et Jared Kushner. Un courtier d'immobilier. Sont des mais s'ils les envoient en Iran, par exemple. Sont pas des diplomates. Ils savent rien sur l'histoire d'Iran. J'arrête pas de dire, ils ont attaqué à une civilisation. C'est pas une ancienne colonie inventée par les Britanniques ou les Français. L'Iran, c'est un empire ancien, une ancienne civilisation. Alors, ils se croient très importants, ils vont se défendre. Et je reviens aussi sur le sujet dont j'ai parlé. C'est très ancien, cette histoire, cette dispute au sujet de l'énergie nucléaire. Il y a Kissinger qui refusait de permettre le Shah de développer son programme nucléaire. Alors, vous avez dit que c'est un pays nationaliste. C'est aussi nationaliste que ça soit théocratique. Alors, un dernier mot. Il y a une fierté. On va développer notre programme nucléaire et ça remonte au Shah. Un mot de conclusion pour ramener encore une fois à la politique intérieure des États-Unis. Est-ce que vous pensez que ça va se voir dans les urnes, là, dans 8 mois, lors de ces élections de mi-mandat, ce qui se passe aujourd'hui ? Bien sûr. Contre Trump, vous pensez que les démocrates vont en profiter, parce que c'est toujours ça. C'est pas parce que Trump perd dans les sondages auprès de l'opinion que les démocrates vont faire le plein dans les urnes. Oui, mais malheureusement, les démocrates ne jouent pas leur rôle de parti d'opposition. Ils ont laissé tomber leur résolution pour empêcher la guerre de continuer. Avec le War Powers Act, je ne sais pas comment traduire en français, pour restaurer la force de la Constitution. Ça a perdu par 4 voix. Il y a 4 démocrates qui ont refusé de voter pour la résolution. Ils ont été libérés par le leadership, par Schumer et compagnie, parce que les démocrates ne veulent pas affronter Trump sur le sujet de l'Iran. Et j'ai dit une grande minorité ou une petite majorité des démocrates soutient l'attaque contre l'Iran. Il y a toujours un sentiment très pro-Israël dans le Parti démocrate, et la puissance du lobby Israël, c'était toujours très, très important. Voilà, c'est terminé pour cette émission. On n'a plus le temps. Directeur du Harper Magazine, je vous remontre votre magazine, puisqu'on ne l'a pas vu au début. Voilà, la couverture du dernier Tech Boys in Thailand, un tout autre sujet. Merci d'avoir été avec nous, John-Rick MacArthur. Stéphanie Villers, merci beaucoup. Bernard Ourcade, merci. Adel Bakawan, merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux. À demain.